j'aimerais vous présenter maintenant Pamela Patton. Pamela Patton est depuis 2015 la directrice de l'Index of Medieval Art de Princeton University, après avoir été professeure d'histoire de l'art à Southern Methodist University dans le Texas aux États-Unis. Patton s'intéresse à la culture visuelle de l'Espagne médiévale et de ses alentours, notamment au rôle de l'image dans l'articulation de l'identité culturelle et les dynamiques sociales parmi les communautés de la péninsule ibérique. Elle a publié 2 livres, Pictorial Narrative in the Romanesque Cloister en 2004 et Art of Estrangement, Redefining Jews in Reconquest Spain, 2012. Elle a également dirigé un volume sur Envisioning Others, Race, Color and the Visual in Iberia and Latin America, paru en 2016. Elle est l'auteur aussi de nombreux articles, dont un article dans Gesta, An Ethiopian-Headed Serpent in the Cantigas de Santa Maria, aussi dans le volume Byzantine Images and Their Afterlives, sur The Little Jewish Boy, Afterlife of a Byzantine Legend in 13th Century Spain, et ensuite, c'est le dernier titre que je vais citer, dans le volume Beyond the Yellow Badge, Anti-Judaism and Anti-Semitism in Medieval and Early Modern Visual Culture, elle a écrit sur Constructing the Inimical Jew in the Cantigas de Santa Maria, Theophilus' Magician in Text and Image. Elle va nous parler aujourd'hui de mâles à Camille, Camille, je dirais, mais Camille vit à Princeton, l'iconographie et ses évolutions dans l'Index of Medieval Art. Et je vous souhaite la bienvenue je vous cède la parole. Do you know how to close yours and open his? No. Escape. Et voilà. Allons-y. In English, here goes nothing. Merci à l'INHA de me cueillir et merci à vous par avance pour votre patience avec mon français. Je suis heureuse de présenter à l'Index of Medieval Art l'étude d'iconographie telle qu'elle y est pratiquée et les diverses manières dont les érudits de la recherche française en ont fait partie. Il faut noter que mon titre est inspiré par les mots de mon mentor universitaire, Madeleine Cavaness, dont la conférence de 2017 à l'Index m'a donné beaucoup de pensées sur les sujets dont nous traitons aujourd'hui. La fondation de l'Index of Christian Art, soi-disant alors à Princeton University par le professeur Charles Rufus Morey en 1917 survient moins d'une dizaine d'années après la publication de l'art religieux du XIIIe siècle en France par l'historien d'art français Émile Malle. L'œuvre de Malle, bien sûr, constituait un fondement pour les études modernes d'iconographie. Comme beaucoup d'entre vous le savent, son approche très systématisée supposait que toute iconographie médiévale digne d'attention était en définitive reconductible à un référent textuel tel qu'un passage de la Bible, une homélie ou un passage littéraire qui révélerait sa place dans un vaste réseau commun de l'idée sur le monde chrétien et ses valeurs. C'était sur la base de ce paradigme rationaliste qu'il a, avec une formule devenue célèbre, caractérisé la cathédrale gothique d'encyclopédie de Pierre. Les travaux de Malle sont différents d'eux et semblent s'être développés indépendamment des méthodes associatives et culturellement référentielles des études iconographiques poursuivies par Aby Warburg
et ses étudiantes à Hambourg au début du XXe siècle. Les théories de Warburg englobaient une gamme plus large de matériaux visuels, conceptuellement et chronologiquement, et il percevait leur signification comme enracinée dans des associations culturelles amplement partagées, plutôt qu'explicables par la doctrine. Malgré ces différences, les traditions de Malle et de Warburg ont établi les fondations complémentaires pour les approches encore plus diverses des érudits des générations suivantes concernant la signification et la réception de l'imagerie médiévale. L'index de Charles Rufus Maury a suivi une troisième approche de l'iconographie. Maury était professeur et plus tard présidente du département d'art et archéologie à Princeton. Un spécialiste de l'Antiquité devenu médiéviste, il a initialement développé l'index afin d'identifier et de décrire précisément des détails iconographiques. Il croyait que ces détails lui permettraient de tracer les relations artistiques dans un sous-ensemble relativement limité d'images des premiers siècles de l'ère commune. Ce faisant, il espérait comprendre les débuts de l'art chrétien médiéval. Son projet n'était pas entièrement différent de celui de Malle, ainsi qu'il cherchait à créer un système ordonné pour comprendre l'iconographie chrétienne. En effet, Maury a noté plus tard qu'une telle approche avait déjà été tentée puis abandonnée à Paris, à la bibliothèque Doucet. Cependant, il y avait plusieurs différences entre les projets de Maury et les œuvres de Malle et Warburg. En premier lieu, sa portée chronologique et géographique originelle était très étroite, initialement limitée à l'Antiquité tardive, même si cela allait bientôt changer. En deuxième lieu, il résistait délibérément à l'interprétation iconographique, cherchant à identifier objectivement et attaquer des sujets iconographiques plutôt que de poser la question de leur signification. Malgré ces paramètres apparemment modestes, les méthodes de Maury étaient révolutionnaires. Son entreprise de catalogage des sujets iconographiques de façon à la fois complète et précise a établi un instrument systématisé pour l'agrégation et la présentation de ces matériaux pour tous les érudits qui en avaient besoin. En tant que tel, il a ajouté un troisième pilier à l'édifice des premières études iconographiques sous la forme d'une ressource académique ordonnée qui évoluerait parallèlement à son domaine naissant, tout en absorbant les priorités, les concepts et les langages de ce champ d'études. Cette absorption a été rendue possible précisément le type de circulation d'idées auquel cette conférence se consacre. L'échange fructueux et international d'informations, des méthodes, d'arguments et d'initiatives entre médiévistes qui partagent des préoccupations communes. Dans le cas de l'index, cela incluait un nombre d'éminents érudits et d'institutions français, dont je vais souligner le rôle dans le récit à suivre. Ceci retrace l'évolution de l'index depuis ce statut de ressources imprimées et relativement limité à Princeton, à celui de plateformes en ligne largement accessibles qui s'efforcent d'épouser les priorités et les questions de son champ. Aujourd'hui, comme à sa naissance, la mission de l'Index of Medieval Art
est d'agréger, de contextualiser et de présenter des images et des informations pertinentes à la tradition iconographique du monde médiéval. Animé par une équipe de spécialistes d'art médiéval, il comporte un index imprimé et une base de données en ligne d'environ 200 000 images et métadonnées sur le long Moyen-Âge. C'est principalement centré sur l'Europe médiévale, mais aussi avec une quantité croissante de matériaux d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale et centrale. Il sert aussi des centres académiques qui organisent des ateliers de recherche et des conférences internationales et maintient un programme de publication qui comprend les nouvelles séries de livres Signa et la revue annuelle Studies in Iconography. Rien de cela serait possible si nous ne prenons pas très sérieusement notre responsabilité de rester à courant de développement les plus importants de notre champ. Selon les légendes, l'index est né de 2 boîtes à chaussures sur le bureau de Rufus Maury. Elle contient des photographies d'objets d'art et des fiches manuscrites avec une description détaillée de chaque objet, de même que des informations sur les dates, la localisation, la matière, la bibliographie, en effet, les métadonnées. Maury a commencé la collection toute seule, mais s'est vite entouré des volontaires, souvent des femmes avec des diplômes avancés en l'histoire d'art médiévale, qui, probablement à cause de le genre, n'avaient pas trouvé d'emploi rémunéré. La prédominance des femmes dans tel rôle était conforme aux tendances dans les domaines de l'information et de l'informatique aux États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale, comme le reflète également le fait que les premières directrices de l'index ont aussi été des femmes. Alison Smith MacDonald, commençant en 1918, Phyla Calder-Nye, commençant en 1920, et Helen Woodruff, une visionnaire éduquée à Radcliffe et Harvard, qui est arrivée en 1933 et a développé le système unique de catalogage de l'index. Elle est partie en 1942 pour rejoindre la réserve féminine de la marine des États-Unis. Le nouvel index a généré enthousiasme immédiat chez les médiévistes à Princeton et ailleurs, et les érudits français ont été parmi les premiers à souligner sa valeur dans ce champ. En 1924, Émile Massois même a écrit une lettre encourageant l'Université de Princeton à financer le projet de façon permanente. Et en 1926, le byzantiniste éminent Gabriel Millet, qui était professeur invité à Princeton cette année-là, a fait la même chose. Il a dit au magasin local, « Vous pouvez accomplir cela en Amérique. Faites-la à la grande échelle et nous vous en serons reconnaissantes. » La générosité de Millet, elle s'est confirmée en 2011 quand son archive d'images médiévales a été donnée à l'index. Ces importantes porte-paroles français, rejoints par des collèges d'autres nations, ont entraîné des résultats concrets. Une dotation pour l'index a été établie dès les années 30 et aujourd'hui, des fonds de dotation soutiennent environ 80% de nos opérations et activités. Pendant les années suivantes, la Deuxième Guerre mondiale, l'index a prospéré, de même que l'étude de l'art médiéval en général à Princeton, bénéficiait de la présence de l'érudit Albert Friend et des émigrés européens Kurt Weitzman et Erwin Panofsky.
La célèbre recension theory de Weizmann, qui recourait à une comparaison iconographique rapprochée pour postuler les relations familiales entre modèles et copies hypothétiques des manuscrits, semble naturellement similaire aux méthodes utilisées par l'index. Mais c'est l'iconographe warburgien Panofsky qui a apporté ce soutien public le plus entier. Il s'est rendu à l'index pour la première fois en 1931 comme professeur invité à l'Université de New York, revenant ensuite avec une fréquence croissante après avoir quitté l'Allemagne pour s'installer à l'Institut d'études avancées, Institute for Advanced Study, en Princeton, en 1935. Sa croyance en la centralité de l'index pour l'étude de l'art médiéval est claire dans un passage de sa lettre de 1963 à Rosalie Green, directrice de l'index entre 1951 et 1981. Il a écrit: en dehors de la profusion d'informations qu'il fournit, et sans laquelle toute tentative de discussion d'un problème iconographique serait sinon impossible, du moins extrêmement imparfait, il stimule l'esprit des chercheurs en lui suggérant toutes sortes de ramifications qu'il n'aurait jamais réalisées sans aide. Ce n'est pas tant inutile qu'un phare. Le phare de l'index resterait intact pour les historiens d'art médiévistes jusqu'aux années 80, quand des transformations méthodologiques au sein des disciplines ont provoqué ce qu'on peut appeler une crise existentielle pour l'iconographie. La source de cette crise étaient les post-structuralistes français. À partir des années 80, les historiens d'art américains commençaient à se débattre avec des questions sur la valeur relative de leurs propres méthodologies traditionnelles, se tournant plutôt vers le développement de ce que certains ont appelé le New Art History. L'accent fort placé par ce mouvement sur la théorie critique et son rejet des approches structuralistes était en contradiction avec les méthodes traditionnelles de l'iconographie qui étaient devenues trop, et parfois de façon trop rigide, concentrées sur l'identification descriptive et l'interprétation basée sur les textes. À cause de cela, certains des New Art Historians ont complètement rejeté l'iconographie comme obsolète et dénuée de pertinence. Toutefois, les penseurs les plus ouverts d'entre eux ont reconnu que ce qui devait être modifié n'était pas les questions iconographiques posées, mais les approches mobilisées pour y répondre. C'est-à-dire, même les nouveaux historiens d'art ont continué de s'intéresser à la question de savoir ce que signifiaient les images et comment le spectateur les comprenait. Mais il avait besoin de trouver un moyen de répondre à ces questions d'une manière qui soit compatible avec leur méthodologie transformée. Une solution influente à ces problèmes apportée par Michael Camille, l'érudit caractérisé très bien hier par Nathalie Lenouel. Son approche est bien synthétisée dans son article Mouths and Meanings Toward an Anti-Iconography of Medieval Art, qu'il avait présenté à l'Index lors de la conférence de 1990, intitulée de manière appropriée Iconography at the Crossroads, l'iconographie à la croisée des chemins.
Comme le notait Nathalie, Camille a contesté le recours excessif au texte dans les études iconographiques traditionnelles, explorant le rôle des traditions orales et performatives dans la création des images médiévales et affirmant la valeur d'une analyse des sujets laïques, aussi bien que religieuse. Plus important encore, il a résisté à l'hypothèse commune que la signification iconographique était fixée, proposant à l'inverse l'idée que la signification était variable, susceptible d'être façonnée par les contextes sociaux et culturels, ainsi que par l'expérience du spectateur. Cette approche flexible a mis en place les nouvelles directions de le chant dans les années suivantes. La nouvelle iconographie, si on peut l'appeler ainsi, a aussi eu un impact significatif sur l'index qui, dans les années 90, a commencé tout juste à développer sa première base de données iconographiques en ligne. Elle transformait non seulement le moyen avec lequel les spécialistes travaillant à l'index décrivaient les images, mais aussi la question de quels sujets noter dans chaque dossier. Tandis qu'un chercheur des années 30 aurait pu chercher des sujets bibliques et hagiographiques conventionnels comme Virgin Mary, Annunciation, ou Eustace of Rome, les indexeurs ont compris à partir des années 90, on pourrait chercher aussi des sujets beaucoup plus divers, de cat as musician, spinning ou encore Mongol. Cela a conduit à l'identification de nombreux sujets nouveaux tirés de la vie laïque quotidienne ainsi que des cultures non chrétiennes. L'effort rendu possible au début des années 2000 par les collaborations institutionnelles qui ont apporté diverses collections d'images nouvelles à la base des données, entre autres celle de Morgan Library, le New York Public Library, ainsi que plusieurs collections françaises importantes, y compris la collection de Gabriel Millet, mentionnée précédemment, et la Miséricordia internationale. La sensibilité au changement académique est devenue en priorité encore plus grande en 2015, quand l'index a entrepris une transition vers une nouvelle application de sa base de données construite sur mesure pour remplacer le système alors obsolète. Particulièrement importante dans le développement de notre collection a été l'acceptation croissante de l'idée que la signification des sujets iconographiques varie selon des différents contextes, fabricants et spectateurs des images. Plutôt, comme je l'ai noté, nous avons maintenu notre objectif d'ajouter à notre base de données les sujets qui nous semblent présenter des plus grands intérêts et la plus grande valeur pour les chercheurs. En cela, nos efforts ont facilité par la collaboration avec des spécialistes des domaines moins bien représentés dans notre personnel qui, nous l'espérons, comprendront bientôt le groupe de recherche Fab Musiconis. Un autre objectif de l'index a émergé en parallèle avec la compréhension longue du Moyen Âge, élargir les paramètres régionaux, culturels et chronologiques de ce qui est considéré l'art médiéval et donc mérite d'être inclus dans les bases de données. Nos collections s'entendent maintenant au-delà de l'Europe occidentale et des Byzances pour inclure une collection petite, marquisante,
d'objets recensés issus des territoires de l'Est et du sud de Méditerranée, et incluant maintenant quelques exemples d'iconographie juive et islamique. De plus, on repense à l'intérêt scientifique pour l'examen de l'image dans son contexte matériel et les questions de cela soulève concernant la réception, la phénoménologie et la performance. Nous avons modifié les principes d'organisation du catalogue par sujet. Plutôt que regrouper les œuvres par matière ou technique, comme c'était le cas dans l'index original, nous organisons maintenant nos dossiers en fonction de l'objet ou du monument dans lequel les images apparaissent. Enfin, l'engagement de l'index en faveur d'une étude plus large, plus inclusive et plus nuancée de l'iconographie se reflète dans les programmes et les publications que nous sponsorisons. Le colloque Out of Bounds de 2018, remettant en question les limites géographiques, culturelles et chronologiques traditionnelles du Moyen Âge, en encourageant les conférenciers invités à dialoguer avec les étudiants en art et archéologie à Princeton. Et les volumes récents des Studies in Iconography ont ajouté à des thèmes traditionnels de nouveaux sujets aussi divers que les peintures murales chypriotes, les diagrammes architecturaux carolingiens, les images rituelles juives, et les ornements architecturaux islamiques. Au moment où nous nous tournons vers l'avenir, nous comptons sur les échanges d'idées tels que ceux rendus possibles par cette conférence pour que l'index continue de progresser dans la prise en compte des développements les plus importants dans notre champ. Je vous remercie pour votre attention et votre patience. Merci beaucoup. J'aimerais inviter Nicolas Herman à nous rejoindre parce qu'on aura quelques minutes pour les questions sur les deux interventions avant de continuer avec la table ronde conclusive. Oh. Merci. Oui, enfin oui, mais... Donc, il y a quelqu'un avec un micro, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour les deux interventions? Oui. That's okay. Merci. En français, anglais? Anglais, si Madame Patton préférerait, je pense, en anglais. Okay. Si c'est possible. Oui, oui, bien. Oui. I'll try my best. J'avais une question pour les... Pardon? I already have tried my best, so thank you. Great. All right. Merci pour vos conférences aux deux. J'avais une question pour commencer pour Nicolas Herman. Professor Herman, Nicolas, it's fine. Great. Je me demandais si avec la digitalisation des manuscrits, si ça participait pas d'une espèce de... un peu de de-skilling ou un peu de décroissance des connaissances, par exemple des matériaux et des techniques, ou si au contraire on n'assistait pas à une remise en valeur peut-être augmentée de ces connaissances. Et éventuellement, comment la digitalisation des manuscrits amenait à une compréhension différente de la structure des manuscrits, au-delà, par exemple, des associations qu'on peut faire, qui est vraiment étendue. Comment les manuscrits fonctionnent, quel est leur mode opératoire si le web apportait de nouveaux champs ou de nouvelles pistes d'études. And I studied Japan, but I like medieval art in Japan, and I was wondering if the Princeton Index or the Index of Medieval Art was considering to add Japanese or East Asian art, and if the case is so, what are the limits? Because perhaps Muslim, Jewish, and Christian art all share kind of a
kind of basic iconographies. So is there a limit to how you can add different countries which do not share the same things at all, or same objects, and so on and so forth? So yeah, that was kind of my question. Do you want me to go? Well, thank you. I hope it's all right if I answer in English, and if it's not clear, maybe Susan can help me. We have considered expanding into Asia. It would be a logical thing to do because we have the Tang Center for East Asian Studies right there at Princeton, and they have a collection of images as well. What we don't have right now is the specialists who can work with the language and who know the visual traditions well. So that's a vision, but it's not a reality yet. And I do agree, it's difficult to know where to stop once you start. We have a good argument for North Africa and for West Asia and Central Asia as connected by trade, by linguistic tradition, and by religion to the parts more traditional to the index. Asia represents somewhat more of a break, but there is, of course, exchange along the Silk Roads. And so I think if we do begin to expand, we'll probably try to make a kind of logical model like Barbara Abu-Lughod, if you know her work, the sort of networks of connection. We'll probably try to expand along a network in a way that makes sense in relation to the collection as it is. But we hope to get there. Et donc, pour répondre à ta question très pertinente, en fait, il y a plusieurs initiatives en cours pour tenter de donner plus d'informations quant à l'aspect matériel du livre, du manuscrit numérisé. Donc, il y a des tentatives de balayage, scanning pour les topographies des pages individuelles qui permettraient une nuance beaucoup plus, une vue beaucoup plus nuancée de l'aspect même du relief de chaque page de manuscrit. Mais un de mes collègues à l'Institut Schoenberg, Dot Porter, elle travaille sur une technologie qui s'appelle VizCall, qu'on a déjà en fait implémenté dans un projet régional de numérisation que nous menons à Philadelphie, Bibliotheca Philadelphiensis. C'est donc un projet de numérisation classique, enfin d'images, mais d'images disponibles aussi en formatif, en libre accès, mais autrement classique, à part cette fonctionnalité où, ayant catalogué les manuscrits nous-mêmes, ayant fait les schémas codicologiques, toutes ces données sont visibles sur, j'aurais pu le montrer, mais sur l'interface, enfin sur Internet, et non pas seulement visible, mais en cliquant sur chaque bifolio, on peut l'extraire virtuellement et on peut voir les deux côtés et comprendre sa place dans le manuscrit. Donc, ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est un moyen de rendre visuel cet aspect matériel des manuscrits. Donc, voilà, donc cette tentative-là, et je vous invite à voir pour vous-même. Donc, le projet s'appelle Bibliotheca Philadelphiensis. Et vous pouvez le trouver en ligne et feuilleter nos manuscrits, et non seulement les feuilleter, mais les décortiquer, je sais pas, oui, les défaire virtuellement. Voilà. Autre question. Merci. J'ai une question pour Nicolas aussi. Vous avez discuté de l'importance des exhibitions dans vos recherches et votre formation professionnelle. Et je voudrais... Est-ce que vous avez des remarques de l'exposition virtuelle, des expositions en ligne, parce que je pense que c'est une différente forme entre des expositions en ligne et des bases des musées. C'est différent peut-être avec les outils qui sont possibles. Donc, oui.
Oui, l'idée de la remarque. c'est une bonne question. Les expositions virtuelles, on les fait assez souvent en tant que projet pour étudiants, avec une technologie qui s'appelle Omeka, qui permet de créer de façon assez rapide des expositions virtuelles avec diverses parties, sections, etc., avec diverses œuvres exposées. Et c'est une technologie très prometteuse. Mais il reste que pour des questions de prestige et l'exposition concrète reste vraiment un idéal, mais en fait, l'utilité de l'exposition virtuelle, je crois, va s'accroître parce que, en fait, quand on a maintenant le problème de cette masse de manuscrits numérisés, des dizaines de milliers de manuscrits numérisés, c'est très difficile pour les non-spécialistes de s'orienter, par exemple sur Gallica, de savoir quoi regarder. Et donc, je pense que des projets d'exposition virtuelle qui pourraient mettre en valeur certains manuscrits ou organiser un peu cette masse de manuscrits numérisés va devenir très utile. En plus, il y a évidemment le problème croissante des frais, enfin des coûts de transport, d'assurance, la sécurité même des œuvres. Donc, je crois qu'effectivement, je crois que nos plateformes ne sont pas encore à la hauteur pour vraiment produire des projets virtuels vraiment conséquents, mais je pense que on va y arriver. Merci pour vos contributions. J'ai une question aussi pour Nicolas, toujours. Est-ce que si on imagine, par exemple, dans 10 ans, qu'on arrive à faire, par exemple, des numérisations en 3D, est-ce que tu penses que l'impact que le manuscrit de Bourdichon a pu avoir sur toi en 2003 pourrait encore avoir lieu sur un étudiant? Et pourquoi est-ce que finalement, on continue aussi, par exemple, à peine, à montrer des manuscrits aux étudiants, même au détriment de leur conservation, si justement c'est pas parce que ça produit autre chose que l'image du manuscrit sur une plateforme numérisée? Pardon, la question c'est précise, Est-ce que finalement le ressenti d'un manuscrit en tant que tel oui. te paraît pouvoir être substitué par une numérisation aussi performante qu'elle soit? Ben, ça dépend quelles sont les limites de la représentation virtuelle. Si on parle d'un substitut qui pourrait reproduire tous les sensations. Donc, on parle du toucher, on parle aussi éventuellement de l'odorat, du son de manuscrit. Peut-être que non. Enfin, et je dois dire qu'il faut examiner chaque cas. Enfin, il y a des projets iconographiques ou des projets textuels, où, bien évidemment, la consultation directe du manuscrit n'est pas forcément nécessaire. Il y a d'autres projets où on est très très loin en termes technologiques de pouvoir reproduire, je ne sais pas, des marques de stylus, sur le relief de la page, ou les traces de dessins sous-jacents qui sont perceptibles à travers la page. Des choses comme ça, on est très loin de pouvoir reproduire ça, surtout à grande échelle, sur beaucoup de manuscrits. Il y a des projets individuels pour des manuscrits très célèbres, mais on est loin et il reste ce problème de base pour les grandes collections, pour la Bibliothèque nationale, pour la numérisation en masse, ça va, mais pour le manuscrit unique dans un musée régional, qui va le numériser? Donc il reste cette importance évidemment primaire de pouvoir introduire les étudiants au manuscrit même. Il y avait une question, oui, Oui, Isabelle. ça serait très brièvement pour prolonger et m'adresser à Pamela, cette question de la virtualisation de nos sources en histoire de l'art. On perd la qualité de performativité de l'œuvre de toute façon lorsqu'on la transforme en image. Donc on est au courant de ça, we know that. We lose a lot, but we win something.
c'est un autre médium et ça n'est pas l'œuvre. Voilà, ça on le sait. Pour Pamela, ma question est, did you notice some change in using the index by scholars after all the work you did on the database? So what happened? Just tell us a little bit. Well, I'm glad you asked because we began to keep data when I arrived. I thought it would be good to know what people, we don't know what individuals look at, but we have a count of how many people visited, and we have records of what kinds of questions they brought to us. They're anonymous. We don't keep information. But we learned that whereas before there were many calls to the index, emails or phone calls that said, I don't know how this works, please help me fix it. And after we launched the new database, the questions became more sophisticated. They were, I found this kind of image, but I want to refine it and find that kind of image. Or do you have this kind of object represented? So our sense is that people are finding it much more usable at the beginner stage, that still at the more advanced stage when they have very specific questions, they sometimes do need our help. But we have many more questions like that. And I hope that that means that it's allowing more people to find what they need and to ask bigger questions. Especially as we get, I didn't get to talk about this in the talk, but as we move our printed back files onto the online system, because they're not all there yet. And just following up on that, did you mention this in the talk, that you're working towards making access free? I'm working very hard towards that. Our access was quite expensive when I got to the index, and there's been a long negotiation with my department about reducing the price. It's partly because our endowment, the dotation, does cover 80% or so of what we do, but that is essentially the salaries for my staff. So any activities we pursue are not funded by donation, by endowment. This means we simply have to find a new budget model before I can go completely free. But we've reduced it to almost half what it was when I arrived, and I hope to continue reducing it, or at least to make it less expensive for smaller colleges and for retired individuals, and find some kind of tiered access, because I don't like the idea that we're paying for it, that people are paying for it. But it was the model I inherited, so it will take a little while before I can change. Bon, donc sur cette note d'espoir pour un avenir de libre accès gratuit à Index of Medieval Art, j'aimerais clore cette partie de la science pour rapidement progresser, d'abord pour remercier encore nos intervenants.